Alors, est-ce que vous me voyez? Oh oui, je vous vois bien. Très bien, parfait. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ben voilà, 6 participants. Normalement, on doit être 7 si je ne m'abuse, mais en tout cas, le temps d'introduction va servir justement à mieux nous connaître. Alors, le problème, c'est que j'aimerais Alors, bien vous voir. Voilà, je vous vois. hello Mathieu, c'est Bonjour. Nesrine. Je passe rapidement juste Très pour bien. vérifier que tout le monde a bien eu son lien de connexion. Eh bien, normalement, il manque 2 personnes, si je ne m'abuse. D'accord, bon, du coup, c'est que mon mail est arrivé parce qu'en effet, tu as ce que je t'ai dit, cette personne, il me semble. Je regarde en même temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bonjour à toutes pour l'instant. Bonjour. Bonjour. N'hésitez pas à brancher vos micros. Bonjour Stéphanie. Salut. Ah ben justement, je vais faire un point pour savoir qui est qui. Bon, en tout cas, pendant que tu es en train de chercher les noms des autres participants, on va peut-être faire un petit tour de table puisque le chrono s'est enclenché. 8 personnes, voilà. D'accord, ok. Tu as 8 personnes. Il me semble que il y a une réunion d'équipe à 14 heures, quelque chose comme ça. Donc voilà, pour ceux qui ont leur réunion téléphonique, je crois que vous avez un call téléphonique à 14 heures, n'hésitez pas du coup à quitter à ce moment-là. On comprend que vous avez des contraintes. Comme ça, si toi, voilà, si tu dois déborder ou quoi, que Bah, tu le sois but, c'est qu'on prévenu. finisse à On l'heure, m'avait mais prévenu ce matin qu'il y avait une réunion à 14 heures, d'accord. donc il fallait soit rester dans le timing, soit donner l'opportunité aux gens de se déconnecter quand Bien sûr, ils en ont évidemment. besoin. OK. Très bien, merci Donc beaucoup. voilà, normalement, tu as encore t'as 8 personnes en tout. D'accord, et est-ce que Voilà. tu peux voir de ton écran si l'enregistrement a été bien lancé? Oui, Parfait, très bien. super. Alors, c'est parti. Bah, bon atelier à toutes, à toutes pour le moment. Celles que je vois en tout cas. Et à bientôt. Au revoir. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. Alors, bienvenue à toutes. Du coup, effectivement, moi j'ai l'habitude, effectivement, que mes conférences, mes interventions sont, on va dire, à grande majorité remplies par des femmes. Et donc, voilà, je ne me l'explique pas, même si j'ai quelques petites idées. On aura peut-être l'occasion d'en parler sur la dernière partie, sur les questions-réponses. En tout cas, je voulais profiter de ce petit temps justement pour que tout le monde se connecte, pour faire un petit tour d'écran, pour savoir voilà, qui vous êtes. Alors peut-être avec un petit tour, on va faire le prénom, votre météo. Alors je ne sais pas si vous avez l'habitude de ce genre d'outils, mais c'est de savoir quel est votre état d'esprit ici et maintenant. Pas cette semaine, pas aujourd'hui, mais tout de suite maintenant. Savoir dans quelle voilà, soit émotion, soit adjectif, vous souhaitez indiquer. Et puis également votre activité, même si j'ai cru comprendre qu'il y a certaines personnes qui se connaissent. Donc voilà, pour essayer de mieux cerner vos besoins. Voilà, qui veut commencer? Je sais pas. Ben, Fabienne, allez. Alors, Fabienne, donc écrit Toulouse, mais là je suis à Figeac. D'accord, Ma météo intérieure c'est 6 sur 10 très bien. et je suis commerciale, donc je suis sur le terrain. D'accord, on voit ça. Merci d'avoir pris ce temps, mais à la fois pour vous, c'est super de pouvoir s'offrir ce moment dans sa voiture. Et Oui, c'est une très bonne idée. ben ouais, c'est super, c'est la première fois que ça m'arrive, donc je suis ravi. Merci beaucoup. Stéphanie? Et donc, moi, ma météo, on va dire un petit 8 sur 10, c'est pas mal. On a le D'accord, soleil et tout. Je suis chargée de communication et puis voilà, très bien, tout positif. parfait. Alors, je vois que les autres participants, je vois que Valérie a son micro allumé. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, tout à fait. Du coup, il faut que je me présente. Donc, Valérie Oui. Terrel, je m'occupe de la partie informatique chez Leroy Germain. Voilà. D'accord. Et donc votre météo, comme votre état d'esprit maintenant, tout de suite? Là, tout de suite, à l'instant, Oui. pour le moment, du soleil, il y a pas de, j'ai pas de raison d'avoir de nuages ou de tempête. Donc, Bon, très bien. Mais après, vous pouvez sortir d'une réunion éprouvante, d'un conflit avec quelqu'un. Donc, c'est voilà, c'est aussi pour mieux connaître votre état d'esprit, pour aussi que j'adapte mon discours.
Non, non, j'ai Très bien. petit repas sur l'estomac et tout va bien. D'accord, très bien. Ben voilà, je vois que ça se connecte encore. Est-ce que je vois qu'il y a Naïma, je vois qu'il y a Géraldine. Est-ce que… Voilà, Naïma, Oui, bonjour. bonjour. Alors moi, je suis coordinatrice supply chain. D'accord, Voilà, donc là, je travaille toujours de chez moi. très bien. Et disons qu'aujourd'hui, je me mettrai un petit 9,5 sur 10 parce que je suis bientôt en week-end. Très bien, ça peut aider, effectivement. Merci beaucoup. Voilà. Géraldine. Oui, donc Géraldine, Ah, on vous entend très loin. Pardon? On vous entend très loin. Et là? Mieux? On vous entend très loin, mais je vous Moi entends en aussi, je tout vous cas. entends tous très loin. Bon, Donc, je vais essayer de parler fort. et moi j'ai monté mon son. Ouais. Je suis chargée des ressources humaines D'accord. et la météo, c'est 10, on va dire. Je suis bien, moi je Waouh. travaille de la maison, je suis super bien. Bon, très bien, super. Alors, je vois qu'il est marqué Cétirel. Donc, je n'ai pas votre prénom. Très bien. On dira que c'est la personne inconnue. Et donc, il y a FRChat06 qui s'est connecté. Ah, voilà, ça y est. Oui, bonjour. Céline. Moi, je suis Charlène. Charlène, Je suis d'accord. responsable marketing. Et par contre, je n'ai pas entendu la question par rapport à Votre état l'indicateur. d'esprit, la petite météo, c'est savoir votre état d'esprit maintenant. Sur 10, c'est ça? Bah, la météo, ça peut être un adjectif aussi. C'est des chiffres qui sont sortis. Mais… Oui, bah, je me sens bien parce que je suis retournée au bureau où j'ai pu retrouver ma chaise, mon écran, mon Ah, clavier, revoir certains de mes collègues et retrouver un environnement en tout cas que je trouve plus propice au travail que la chambre de mon bébé. Donc, oui, bien sûr. du coup, ça va. Très bien. Bon, parfait. Et donc, je vois qu'il y a Céline qui nous parle sur la conversation. Bonjour à tous, je suis désolé, mais je n'ai ni micro ni caméra sur mon ordinateur de bureau. Météo ensoleillée, responsable emploi dans une collectivité. Super, merci. Hop, hop là, non, je ne vais pas quitter là. Hop, j'essaie de revenir ici à la vidéo. Et je crois qu'on a fait le tour, si je ne m'abuse, des participants. Alors, du coup, on va quand même commencer. Je vais partager donc le diaporama qu'il y avait au tout début. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez tous ce diaporama? Est-ce que vous Oui, voyez? Oui, bien. super, Oui. parfait. Alors, du coup, je vous ai prévu un programme assez chargé. On va voir combien de temps j'arrive à vous parler de tous ces outils que j'ai envie de vous partager. Bien sûr, du coup, la vidéo sera ensuite partagée sur le site d'Enai, donc vous aurez l'occasion de revoir l'intégralité si jamais vous deviez nous quitter avant l'intégralité du contenu. Et bien sûr, à la fin, on va essayer d'avoir quand même quelques minutes de questions-réponses, justement pour qu'on puisse échanger et puis que vous puissiez me poser toutes vos questions. Très rapidement, donc, je suis fondateur de BIAPI. Qu'est-ce que BIAPI? C'est en fait les bienfaits de la psychologie positive et des neurosciences appliquées à votre quotidien professionnel. Et moi, j'aime bien l'expression de bonheur au travail. On pourra en reparler avec cette citation que j'aime bien citer. Le bonheur au travail, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est la farine du gâteau. Et donc, j'interviens au sein des entreprises et des collectivités, à la fois pour sensibiliser à travers des événements, des conférences, des webinaires comme ce matin, des ateliers de cohésion d'équipe ou de collaboration. Et puis, pour aller plus loin, une dizaine de formations justement pour développer le management plus humain. Et puis, il y a 3 ballons dans le logo et on va essayer de voir ça ensemble au cours de ce webinaire. Des découvertes scientifiques, également une pédagogie ludique. Alors, ce matin, enfin en tout cas ce midi, il y aura moins de jeux et de sketchs que d'habitude puisque du coup, j'ai dû intégrer la partie résilience et j'ai envie quand même qu'on puisse échanger ensemble. En tout cas, ça fait partie de l'ADN de BIAPI. Et puis, bien sûr, ce que vous venez chercher, ce sont des outils concrets. Vous allez voir, j'en ai tout un tas à vous partager. Alors, vu que le programme est celui-ci, pardon, donc on va faire une première partie très rapide sur les définitions pour que vous puissiez savoir ce qu'est la résilience, ce que sont les neurosciences, c'est le lien avec la résilience, et puis la psychologie positive, donc ça fait partie des clés qui étaient indiquées dans le titre. Et puis, bien sûr, la boîte à outils pour réduire votre stress, pour booster votre motivation, ainsi que votre coopération. Et puis, une surprise pour la fin. Généralement, j'aime bien célébrer la fin d'une intervention surprise donc.
Alors, première diapo, c'est peut-être quelque chose que vous avez vu circuler sur les réseaux sociaux, justement, pendant la crise du Covid. Alors, je vous laisse lire rapidement. Bien sûr, vous pouvez le retrouver ensuite sur le site d'Enaï, avec 3 cercles qu'on a peut-être tous connus, ou un ou deux, ou un seul, entre le sentiment de peur, le sentiment d'apprentissage, le sentiment de croissance au cours de cette crise. Voilà, vous avez quelques petits énoncés. Donc voilà, pour nous faire remettre un peu, même si peut-être ça a été quelque chose d'assez négatif pour vous, pour d'autres, ça a été plutôt positif, ce temps de confinement. Il paraît qu'il y a maintenant le syndrome de la cabane. On n'a pas envie de sortir, mais justement, vous allez peut-être pouvoir vous resituer à travers ces différents cercles au cours du confinement. Et pourquoi je vous montre ce cercle? C'est aussi pour revenir par rapport à la crise que nous avons connue et que je pense nous allons connaître, en tout cas au niveau économique et social dans les prochaines semaines et les prochains mois. C'est aussi pour faire le lien avec la résilience et le stress, puisque c'est le fondement justement du principe de résilience. Sur ce schéma, vous voyez donc le cycle du stress, qu'on est peu en fonction de nos performances. Donc au début, c'est peut-être l'inactivité ou la décontraction. Et puis au fur et à mesure de nos performances, de nos défis que nous relevons, on peut avoir un stress qui est optimum, qui mène ensuite, à travers la fatigue, à une surcharge, voire au burn-out à travers l'épuisement professionnel que sans doute vous avez déjà entendu parler, si ce n'est vous connaissez autour de vous. Donc voilà pour commencer, et donc pour ensuite en venir à la définition de la résilience. En psychologie, c'est la capacité à vivre, à réussir et à se développer en dépit de l'adversité. Alors, derrière le mot adversité, tout un tas d'épreuves que nous pouvons connaître, des décès, des accidents, des agressions, des maladies graves, des abandons, des guerres, pour soi et pour les autres. Donc voilà, c'est une définition très générale. Définition, mot pour mot, du spécialiste en France, Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik qui est neuropsychiatre. Et il nous dit le malheur n'est pas une destinée, rien n'est irrémédiablement inscrit, on peut toujours s'en sortir. C'est une phrase qui va servir de fil conducteur de ce webinaire. Et quand je vous dis qu'il est neuropsychiatre, du coup, je vais directement faire le lien avec les neurosciences. Alors, qu'est-ce que les neurosciences? Moi, j'ai une définition très simple. Les neurosciences, c'est l'étude du système nerveux. Peut-être que dans votre tête, vous avez envie de dire l'étude du cerveau. Vous voyez sur ce schéma que le cerveau, l'encéphale, comme on dit dans le domaine scientifique, ce n'est qu'une des parties du système nerveux. Vous avez la moelle épinière également, qui est un peu l'autoroute du système nerveux de notre corps. Et également, nous avons 150 000 km de fibres nerveuses qui irriguent tout notre corps. C'est l'équivalent de 4 fois le tour de la Terre. Donc voilà, les neurosciences, c'est à la fois le cerveau, c'est la moelle épinière et les fibres nerveuses. Et dans nerveuse, donc on a le nerf et donc le stress, donc tout ça est lié. Et donc j'aime bien cette phrase justement quand j'interviens au sein de séminaires ou au sein de formations. Au lieu de vouloir adapter notre cerveau au management, c'est plutôt au management de s'adapter à notre cerveau. Vous allez tout de suite le comprendre avec tous les outils que je vais vous partager. Si vous avez des grandes questions essentielles, n'hésitez pas à me couper. Après, il y aura quand même une partie à la fin de cette heure destinée justement aux questions-réponses. Donc voilà, vous aurez quand même un moment pour m'interroger sur des choses que je vais dire au cours de ce webinaire. N'hésitez pas à écrire des notes ou à écrire vos questions pour pouvoir les garder dans vos cerveaux justement. Alors, on dit souvent qu'il y a 3 cerveaux, effectivement. Le premier, le plus connu, évidemment, c'est l'encéphale avec 86 milliards de neurones. Le deuxième, vous avez sans doute entendu parler avec de nombreux articles ou documentaires, c'est nos intestins, notre estomac, avec 200 millions de neurones. Et il y a un troisième cerveau, c'est notre cœur. Ça, on le sait beaucoup moins. 40 000 neurones, vous voyez très peu par rapport aux 2 autres cerveaux, mais donc il y a un lien entre le cœur, le cerveau et les intestins en termes d'émotion, en termes de stress. Je ne vais pas pouvoir passer plus de temps sur les neuromythes.
Donc, vous avez sans doute entendu parler de néocortex, de cerveau limbique, cerveau reptilien. Donc, c'est ça ce qu'on entend généralement par 3 cerveaux. On entend aussi parler qu'on n'utilise que 10% de son cerveau, que le cerveau peut être masculin ou féminin, qu'on a un hémisphère droit et un hémisphère gauche qui sont spécifiques. Tout cela est faux, ça a été révélé par la science et j'aurai l'occasion de vous en reparler si vous le souhaitez à la fin. Non, ce qui caractérise notre cerveau, les dernières études scientifiques démontrent qu'en fait, nous avons 2 systèmes de pensée. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai écrit comme ça, c'est le système numéro 1 et le système numéro 2, au moins c'est très simple. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière le système numéro 1? Vous le voyez, c'est le cerveau automatique, rapide, intuitif, émotionnel, sans effort inconscient, qui fonctionne en cas de danger, en cas de stress. Et puis, vous avez le cerveau numéro 2, adaptatif, de la réflexion, de la logique, de l'analyse, de la créativité, de la conscience. Et en fait, ce cerveau numéro 2 est là pour surveiller le système numéro 1. Et donc, généralement, il valide ou pas chacune des volontés du cerveau numéro 1. Et comme je viens de vous le dire, en cas de stress, en cas de danger, et bien là, du coup, le cerveau numéro 2, qui est celui de la réflexion, de la créativité, de l'analyse, donc il prend plus de temps et il n'a pas le temps de se mettre en marche. Et donc, c'est le cerveau numéro 1 qui prend le pas. Et comme c'est de l'émotion, comme c'est de l'automatique, de l'intuitif et sans effort, souvent, il y a des petits bugs qui surviennent. Et donc, ça s'appelle justement les biais cognitifs. Vous voyez tous ces biais cognitifs en haut à gauche liés aux souvenirs. Quand il nous manque des informations, du coup, on peut avoir des bugs. On peut aussi avoir des bugs avec un trop plein d'informations en haut à droite. On peut avoir des bugs quand on n'a pas suffisamment de sens dans nos objectifs, dans ce que l'on fait. Et donc là aussi, il y a des bugs. Et puis, dans la nécessité d'agir vite, ce que je viens de vous dire, quand on est pris par le danger ou la rapidité, là aussi, il peut y avoir des bugs dans nos raisonnements ou dans nos prises de décision. Alors, autant faire un petit jeu justement pour tester ces bugs, des biais cognitifs. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas votre ordinateur qui bug, c'est ma diapositive qui affiche comme ça. Je vais vous proposer un petit jeu. Alors, je vais vous proposer d'allumer vos micros. On va essayer de voir si ça marche en temps réel à travers les ondes. Alors, je vais vous proposer de lire les couleurs des mots qui vont apparaître. Donc là, par exemple, pour le titre qui est tout en haut, la couleur, c'est Noir. Noir. tout à fait. Il y a des petits temps de latence. Alors, je vais vous diffuser maintenant d'autres mots et je vais vous demander de lire le plus rapidement possible à haute voix les couleurs qui s'affichent donc dans l'écriture des couleurs. Attention, c'est parti. Rose, bleu, vert, jaune, bleu, Tout ensemble, rose, vous pouvez y aller. rose, vert. Alors, c'est rouge, hein, ce n'est pas rose, mais en tout cas, c'est exactement ça le but de l'exercice. Et attention, on continue, on complexifie. La couleur Vert, rose, rouge, bleu, jaune, rose, bleu, jaune. D'accord, très bien. Vous voyez que c'est un peu plus compliqué puisqu'on a 2 injonctions paradoxales. On a envie de lire le mot qui est écrit, mais en même temps, la couleur ne correspond pas parfois au mot qui est écrit. Et donc là, il se passe justement un trop-plein d'informations et donc c'est un des biais cognitifs. Les enfants qui ne savent pas lire, qui connaissent juste les couleurs, s'en sortent beaucoup mieux que nous puisque nous avons trop d'informations. Voilà, c'était un petit exemple, un petit jeu pour vous prouver les méfaits des biais cognitifs. Et puis, on en vient à la psychologie positive. Donc, l'autre clé dont je voulais vous parler, comme l'autre discipline scientifique, c'est très simple pour la définition. Alors, je vais partir de la psychologie clinique classique. C'est réparer ce qui va mal, donc en se focalisant sur les faiblesses, les problèmes, les pathologies de l'être humain de façon universelle. Et pour simplifier, de passer, comme vous le voyez, d'un état négatif à un état neutre. Et la psychologie positive, alors je vais revenir en arrière. En fait, les psychologues se sont interrogés sur leur propre métier, et c'est toujours bien de s'interroger sur son propre métier, et ils se sont rendus compte en effectuant une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est quand on étudie des centaines d'études scientifiques à travers le monde. Et ils ont voulu savoir quelle était la proportion d'études uniquement sur ce qui va mal et d'études scientifiques uniquement sur ce qui va bien. Ils se sont rendus compte que 95% des études en psychologie clinique de 1967 à l'an 2000 ne traitaient que de ce qui va mal. Et donc, il y a
un certain nombre de psychologues qui ont décidé de créer une nouvelle branche, donc la psychologie positive, pour essayer de gonfler ces 5% et d'essayer peut-être de revenir à un équilibre. 50-50 serait pas mal. On en est encore loin. Et donc la psychologie positive, qui est née au début des années 2000, c'est bâtir ce qui va bien en se focalisant sur nos forces. Les forces de caractère sont nos qualités, on y reviendra, sur nos réussites et sur notre épanouissement. Et cette discipline a été créée notamment par Martin Seligman. Alors, toutes ces disciplines viennent souvent des pays anglo-saxons et notamment des États-Unis. Martin Seligman est psychologue et maintenant avec sa spécialité en psychologie positive. Et je vous ai mis Florence Servan-Schreiber puisque c'est un peu notre vulgarisatrice en chef en France. Elle a écrit de nombreux livres, notamment le titre que je vous ai affiché, 3 kiffs par jour. Mais c'est aussi un exercice que je vous invite à accomplir, si ce n'est pas déjà le cas, puisque Martin Seligman a créé cet outil scientifique des 3 kiffs par jour, même si ce n'était pas vraiment ça au départ. Mais Florence a combiné 2 outils scientifiques différents. Et donc, c'est de vous coucher le soir en notant sur un calepin ou en faisant ça avant de partir du bureau, puisqu'il y en a certaines qui ont repris les bureaux, c'est de pouvoir noter sur un calepin vierge les 3 éléments positifs de votre journée. Donc, ça peut être des choses très faciles comme certaines d'entre vous l'ont dit avec le soleil qui revient. Ça peut être le sourire d'un collègue, ça peut être un compliment, ça peut être une tâche qui a été enfin réalisée. Donc voilà, ce n'est pas forcément des grandes choses. Et donc, de se faire cet exercice de mémorisation et de valorisation de ces activités pendant la journée, c'est très positif justement pour garder un état d'esprit positif. Et encore mieux quand on le fait avant de s'endormir. Comme ça permet de s'endormir avec justement un cerveau en mode positif. Et puis, quand je parlais de méta-analyse, il y en a une autre qui a été réalisée en 2005 par Sonja Lerbomirsky et Laura King, 2 autres psychologues de la branche positive. Voilà, 225 études scientifiques. C'était pour prouver les avantages justement du bonheur au travail ou en tout cas du bien-être au travail. Vous voyez à droite en rose les moins, avec moins de stress, moins de départ, donc moins de recrutement pour pallier au départ, moins de conflits, d'accidents, de maladies, d'absentéisme, de fatigue. Et de l'autre côté, vous avez tous les plus de motivation, d'innovation, de fierté pour son organisation, de publicité, d'initiative, d'apprentissage, de confiance, de concentration, d'entraide, d'empathie, de communication et donc de convivialité. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux, bien sûr. C'est à la fois positif donc, pour toutes ces qualités pour les collaborateurs, les salariés, les agents, mais c'est aussi positif pour l'entreprise ou la collectivité puisqu'elle apporte moins de coûts et plus de productivité. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Autant d'arguments à partager auprès de vos managers ou responsables ou dirigeants. Donc, maintenant que j'ai fait un point sur les définitions, que vous êtes tout au point, on va pouvoir commencer par les différents outils. On va commencer par le stress, déjà, commencer justement à réduire son stress avant de penser à son mieux-être. Alors pour cela, il y a la gestion du temps de travail. Sans doute, ça a été aussi une problématique en temps de confinement, de trouver un bon équilibre vie pro, vie perso, et essayer justement de garder, peut-être que vous aussi, en tout cas moi ça a été le cas, de retrouver un équilibre un peu plus serein, un peu plus posé au cours du confinement. Et le défi, c'est de garder ce rythme-là avec le déconfinement. Alors, plein de petits outils parfois que vous connaissez, peut-être que vous avez suivi des formations dans ce sens-là. J'en donne également sur la gestion du temps, des réunions et des priorités. La matrice d'Eisenhower pour les priorités, savoir si votre mission, votre action est urgente ou importante ou les deux. Et donc, vous classez chaque action dans la case qui lui correspond. La concentration, le petite tomate, en fait, c'est le pomodoro. Alors, je crois que c'est italien. Quand j'ai dit que c'était espagnol, on m'avait repris. Pomodoro, c'est un scientifique italien qui s'est rendu compte que notre cerveau était attentif vraiment au maximum 25 minutes. Alors, moi, j'aime bien le faire jusqu'à 40 minutes. Et donc, de se faire des plages de 25 minutes où on va faire une seule action et donc faire sonner son alarme. Alors là, c'est un minuteur pour œuf, mais ça marche aussi avec son smartphone pour se dire stop, je fais une petite pause. Et au bout d'une heure et demie, on va faire une grosse pause. Donc, une petite pause de quelques minutes entre les phases de 25 minutes et une pause de un quart d'heure quand on a fait 1h30 de travail. Les mails, ne les voir que 2 fois par jour maximum, sinon on passe la journée à les lire, à les regarder et on perd énormément de temps.
Les listes, ça aussi, c'est les neurosciences et la psychologie positive qui nous l'enseignent. On est très efficace quand on pose ces actions sur le papier, quand on se décharge justement de sa charge mentale et qu'on peut barrer à chaque fois, et ça fait du bien à notre cerveau, de voir les choses qui ont été réalisées. Et le Kanban et le Scrum, alors je reparlerai du Scrum tout à l'heure. Le Kanban, c'est une technique japonaise, c'est le fait d'étaler sur un mur ou sur un écran, parce qu'il y a des applications qui existent comme Trello sur un ordinateur, pour mettre ces différentes actions dans 3 colonnes, à faire, en cours et les réussites. Donc ça permet justement de voir ce qui passe d'une colonne à l'autre. Ça permet de célébrer à chaque fois quand une action passe d'une colonne à l'autre. Et on peut mettre ce genre d'outils de façon collaborative avec ses collègues, avec une couleur ou avec une ligne différente pour chaque collègue, ce qui permet de voir où sont les réussites, où sont les problèmes d'avancée pour pouvoir s'entraider et pour pouvoir voir les choses qui restent à faire. Également par la concentration et l'attention par rapport au stress. C'est important de pouvoir se concentrer sur soi et d'être attentif. Alors, de nombreux outils existent comme la cohérence cardiaque. C'est le fait de respirer. Donc là, les neurosciences rentrent en jeu, puisque c'est la Fédération française de cardiologie qui indique que 5 minutes par jour est bonne pour notre santé et pour réduire, donc vous voyez, le stress, mieux gérer nos émotions et donc réduire notre taux de cortisol. C'est l'hormone du stress. Donc, c'est 4,5 secondes d'inspiration. Et ensuite, on bloque sa respiration et on souffle 5,5 secondes. Et le but, vous pouvez le faire pendant que je parle, bien sûr, le but, c'est de pouvoir rééquilibrer notre débit cardiaque et donc notre tension avec notre respiration. Donc 5 minutes par jour, n'hésitez pas à le faire, notamment quand vous avez un coup de stress, vous allez voir, c'est très efficace. Et moi, j'ai l'habitude de le faire lors de mes interventions en live et le débit de ma voix et le volume de ma voix diminue. Donc, c'est vraiment des choses qui sont très palpables. Autre outil que vous devez connaître sans doute, c'est la méditation de pleine conscience, puisque nous sommes envahis chaque jour de 60 000 pensées dans notre cerveau. On est toujours en lien avec les neurosciences. Et la méditation de pleine conscience permet de se focaliser sur le présent. Donc à travers nos sens, notre vision, notre respiration, notre odorat, notre écoute, mais aussi sur les émotions que l'on ressent. Et la météo que je vous ai demandé au tout début, vous pouvez la faire au cours de votre méditation. Et par la visualisation aussi. Essayez de vous imaginer un endroit que vous aimez bien, le lieu que vous préférez. Ça, c'est en lien aussi avec la psychologie positive. Essayez d'imaginer un moment ou un lieu qui vous apporte du bien-être. Et vous voyez plein d'arguments positifs qui sont liés à des découvertes scientifiques très nombreuses ces dernières années, qui réduisent le stress, l'impulsivité, les tensions, la fatigue, et augmentent au contraire la concentration, la créativité, l'empathie. Ça améliore également le système immunitaire et ça produit des hormones du bien-être. Alors, on a parlé du stress, maintenant on va parler de la motivation avec là aussi de nombreux outils. Et je vais vous parler d'hormones du bien-être. Justement, on va rentrer petit à petit le lien entre résilience, neurosciences et psychologie positive. Là, c'est vraiment le cœur avec les hormones du bien-être qui sont dans notre cerveau. Ces neurotransmetteurs, on en a 4 principaux. Nous avons la dopamine qui est liée aux efforts. Alors l'effort, le fait d'accomplir un effort et le plaisir, le fait de l'accomplir, mais c'est lié à la fois au risque. Alors, ça peut être un risque positif ou un risque négatif, on en reparlera. C'est lié également aux drogues, mais c'est le circuit de la récompense de la dopamine que l'on retrouve. Vous avez le haut de ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, de la tendresse, que l'on retrouve à travers le sens du toucher, mais aussi lors des câlins qu'on peut faire avec ses enfants ou avec ses proches, malheureusement, qui sont beaucoup plus restreints et donc on a un déficit d'ocytocine. Et puis la sérotonine, le S, c'est donc lié à la satisfaction, la fierté d'accomplir une action qu'on peut retrouver aussi dans certains de nos aliments, et on en parlera, c'est lié aussi à notre cerveau. Et puis l'endorphine, elle endort la douleur, endorphine. Le E, c'est donc lié là aussi, par exemple, à des activités physiques. Alors, je ne dis pas le sport, hein, je dis activité physique, ce n'est pas forcément du sport. Et on pense souvent à l'hormone du jogger. Au bout de 30 minutes, on se met à ressentir, sinon du plaisir, en tout cas moins de difficultés à faire du sport, effectivement,
c'est cette hormone-là qui se met en place. Alors, je vous propose, puisque je vous ai dit qu'il y aurait de l'expérimentation et voire de l'originalité, de tester chacune d'entre vous. Vous n'êtes pas obligé d'allumer votre caméra, mais en tout cas de mener une expérience qui a déjà été menée à l'université d'Harvard. C'est les postures de pouvoir, en lien pleinement avec les neurosciences et la psychologie positive. Alors, comme le montre cette illustration, une fois en conférence, on m'a dit il faut se faire un striptease. Pas du tout, ce n'est pas du tout ça. Donc, les postures de pouvoir, c'est mimer pendant 2 minutes quelqu'un qui a du pouvoir. Alors, quelqu'un qui a du pouvoir, c'est quelqu'un qui se sent bien dans ses baskets, qui a du charisme, qui se sent bien. Et vous allez voir les bienfaits de cet exercice. Alors, je vous demandais, pendant que je vous explique, moi-même, je vais le faire sur ma chaise, c'est quelqu'un qui va augmenter son taux de testostérone. Alors, le testostérone, c'est à la fois pour les hommes, mais aussi pour les femmes. C'est l'hormone de la confiance. Et du coup, la confiance pour dire un compliment, parce que du coup, il faut quand même lâcher prise et sortir de sa zone de confort parfois pour faire un compliment. Ça peut être dans le côté négatif, la testostérone, pour entrer en conflit avec quelqu'un. Donc voilà, on pense souvent à la testostérone avec les hommes qui se battent. Donc, ce n'est pas que ça, loin de là. Et puis, le cortisol, je vous en ai parlé, c'est l'hormone du stress. Et ça améliore donc la confiance en soi. Donc, avant un entretien d'embauche, peut-être pas un entretien d'embauche, en tout cas un entretien annuel ou une réunion un peu compliquée où vous allez devoir intervenir, n'hésitez pas à faire à la fois peut-être un combo entre la respiration, les postures de pouvoir et la méditation de pleine conscience. Vous serez vraiment au taquet justement pour être bien, apaisé et pouvoir ensuite être attentif et déstressé par rapport à ce qui arrivera. Voilà, j'espère que vous avez mis en place cette petite posture pendant que je parle pour justement tester les bienfaits de ces pratiques. N'hésitez pas également à faire la respiration, la cohérence cardiaque. Vous pouvez le faire bien sûr en écoutant. Alors, je vous ai parlé des outils anti-stress, je vous ai parlé de la motivation à travers la concentration. Donc, on va rentrer dans le cœur de la motivation. Là, on est avec un psychologue, donc on revient sur la psychologie positive. Je ne vous ferai pas l'affront de prononcer le prénom et le nom. C'est Mihaly Csikszentmihalyi, qui est donc un scientifique de l'Europe de l'Est. Chaque fois, je me trompe sur le pays, donc je préfère dire Europe de l'Est. Il a mené une expérience assez originale. Il a essayé de trouver la carte du bonheur. Incroyable. Comment il a fait? Il a donné, alors ce n'était pas forcément des applications, parce qu'à l'époque, c'était les années 70, il me semble, les notifications et les applications n'existaient pas. Bon, on va dire, pour que ce soit plus simple, que c'était une notification sur un smartphone qu'il a donné à des centaines de cobayes. Et l'application s'est mise à sonner à des moments très aléatoires de la journée. Et à chaque fois que l'application sonnait, chaque cobaye devait indiquer ce qu'elle faisait et quel était son degré. Alors, comme certaines d'entre vous l'ont fait avec la météo, son degré, par exemple de 0 à 10, de bonheur à l'instant présent. Et ça a permis à Mihaly de pouvoir découvrir quelles étaient les activités qui rendaient le plus heureux et les activités qui rendaient moins heureux. Hop là, je vais essayer d'enlever ça. Très bien. Et donc, en associant ces deux données, il a pu donc créer la carte du bonheur. Et donc, peut-être que vous connaissez cette carte du bonheur sous une autre appellation, la zone de flow. La zone de flow en français, alors flow, F-L-O-W, c'est l'écoulement en anglais. Et ça correspond à l'expérience optimale que vous avez en orange, en haut à droite. Alors, vous voyez que sur cette carte, on a donc deux critères. Le niveau de challenge demandé, le niveau de compétence mobilisé. J'avais noté, hop là, que nous avons Géraldine qui est chargée RH. Et donc ça, c'est un outil que vraiment, j'en fais la promotion auprès des personnes qui sont au sein des richesses humaines. C'est par exemple, de demander, par exemple au cours des entretiens annuels, qui ne sont plus annuels malheureusement, de demander quel est le degré de challenge pour chacune des missions de la fiche de poste et le niveau de compétence mobilisé aussi pour chacune des missions. Et comme ça, vous allez pouvoir constituer vous-même la carte du bonheur de vos collaborateurs. Vous voyez que s'il y a un niveau de challenge demandé qui est très petit, avec un niveau de compétence mobilisé très petit, on est dans l'apathie. L'apathie, c'est le fait de rien faire, d'être dans son canapé, inerte, on va dire dans le coma.
Mais si on augmente le niveau de challenge alors qu'on n'a pas beaucoup de compétences, on va monter dans l'inquiétude, puis ensuite dans l'anxiété. Inversement, si on augmente le niveau de compétences alors qu'on n'a pas beaucoup de challenge, de défis, on va être dans l'ennui ou dans la détente si on a vraiment beaucoup de compétences. Et vous voyez que les deux vont se réunir au niveau de l'expérience optimale, soit par l'excitation et la stimulation, soit par le contrôle, donc qui sont deux portes d'entrée de l'expérience optimale. Et on en arrive à l'expérience optimale qui combine à la fois concentration et bonheur, concentration à travers ses compétences. Et c'est souvent une activité parfois qui sont liées à des passions, mais pas forcément des passions bénévoles, ça peut être aussi professionnel. C'est des moments où le temps passe très vite, on ne s'en aperçoit pas, et on fait des choses vraiment de façon très avec entrain. Et donc, c'est peut-être des choses à mettre dans votre emploi du temps à des moments où vous êtes plutôt en baisse d'énergie, par exemple, en début d'après-midi, par exemple, et plutôt faire les choses qui vous importent le moins ou qui vous stressent le plus, ou qui sont les plus rébarbatives en début de journée. Comme ça, c'est fait. Et autre outil donc, qui est plutôt lié à un art de vivre japonais, c'est l'ikigai, justement, pour faire le lien avec la zone de flow. Peut-être que vous avez déjà vu passer ça sur des magazines féminins. Et je ne dénigre pas du tout les magazines féminins, au contraire, il y a plein d'outils très intéressants. Et donc cet art de vivre, l'ikigai, ça permet justement de trouver le lien entre la passion, ce que je vous disais, la mission que l'on peut faire justement au sein de sa vie, sa vocation et sa profession. Et le fait de combiner tout ça, ce pourquoi on est doué, ce qu'on aime, nos besoins et pourquoi on souhaite être payé, ça permet de regrouper l'ikigai. C'est un exercice très intéressant à faire. N'hésitez pas à vous faire une petite pause pour essayer de vous interroger sur quel est votre ikigai. C'est toujours très formateur. Et puis, donc, on en revient à des outils beaucoup plus professionnels avec le Scrum. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec le Kanban. Alors, c'est un outil, donc là, cette fois, qui nous vient de la côte est américaine, de la Californie, le Scrum, qui peut être combiné au Kanban, puisque Scrum, ça veut dire mêlée, et c'est le fait de se réunir en petite équipe, 5 personnes, 6, 7, 8 maximum, devant le Kanban, par exemple, pour faire un point pendant 5 minutes chaque matin sur ce qui a été fait la veille. Et donc, on regarde le Kanban, qu'est-ce qui a été réussi, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui n'a pas été réussi. Et donc, on va faire un point. Et la reconnaissance, ça va être surtout aussi de se donner le droit à l'erreur et de pouvoir célébrer les choses qui ont été réussies, mais aussi pouvoir faire un point sur ce qui n'a pas été réussi. Il ne faut pas le mettre sous le tapis. Et donc, de pouvoir voir ensemble quelles peuvent être les solutions à apporter au problème. Et puis le Happy Mail, alors ça c'est un outil que, en tout cas le nom c'est moi qui l'ai créé, mais l'outil c'est Sean Hatchor, un psychologue là aussi de la psychologie positive à Harvard, qui l'a mis en place. Il a proposé à des grandes entreprises de mettre plein d'outils très rapides à mettre en place, 2 minutes seulement, mais par contre quotidiennement. On va en parler à la fin. L'Happy Mail, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt que de se stresser le matin en ouvrant sa boîte mail, c'est de prendre 2 minutes après avoir ouvert sa boîte mail pour envoyer un message positif. Alors, ça peut être des félicitations, ça peut être un remerciement, de la gratitude, de la célébration par rapport à un proche, par rapport à un collègue, par rapport à un client, voilà, à quelqu'un qui fait partie de votre réseau. Et donc, si vous prenez cette habitude d'envoyer chaque matin à l'ouverture un mail positif, du coup, vous prendrez beaucoup plus de plaisir à l'ouverture de votre boîte mail. C'est quand même beaucoup plus positif que le Happy Meal qui nous rend gros et en mauvaise santé. Voilà. Alors, on va faire un petit… je vais vous demander de rallumer vos micros puisque je vais vous poser une petite question, on va faire un petit quiz. Et ce quiz nous vient de ce rapport. Alors, il date maintenant de 2016, mais il était très intéressant à l'époque puisqu'il y avait peu de médias, peu de rapports qui faisaient le lien entre la qualité de vie au travail, c'est la semaine, et la compétitivité. Alors, je ne vais pas vous parler des 200 pages de ce rapport, d'ailleurs, que vous pouvez télécharger gratuitement. Vous tapez QVT et compétitivité, et c'est l'ANACT qui l'a publié, qui l'a lancé. Je vais vous proposer un petit schéma qui fait partie de ce rapport sur nos besoins fondamentaux au travail, puisque là, du coup, effectivement,
on parlait de motivation. Donc, partir de ses besoins. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de la pyramide de Maslow qui date des années 70, si je ne dis pas de bêtises, non, années 50, je crois. Abraham Maslow, psychologue, précurseur de la psychologie positive, et donc qui est vraiment toujours d'actualité. Alors, je vais vous poser la question suivante. Quels sont les besoins que vous allez mettre sur le podium des besoins fondamentaux au travail? Vous avez en 6e position la contribution, le fait de contribuer à son organisation, le sens que l'on met au travail en numéro 5, la reconnaissance en numéro 4. Et donc, vous avez mélangé les 3 réponses du podium, l'autonomie dans son travail, la compétence que l'on met dans sa mission et la relation à autrui, à ses collègues, à ses dirigeants. Bien sûr, les réponses ne sont peut-être pas dans l'ordre que vous souhaitez. C'est un sondage qui a été mené auprès de 1000 salariés. Et donc, peut-être que l'ordre ne correspond pas forcément à celui que vous pensez. Alors, je vais vous demander directement de me dire le besoin que vous mettriez en première position. On va faire un petit tour d'écran. Alors, à votre avis, est-ce que c'est l'autonomie? Est-ce que c'est la compétence? Est-ce que c'est la relation à autrui? Je vous écoute. Moi, je dirais la relation à autrui. D'accord, La compétence. d'accord, Moi aussi, je dirais la compétence. d'accord. L'autonomie. Très bien, je note les nombres de réponses. Oui, La relation à autrui aussi. relation à autrui. Tout le monde a répondu? Alors, nous avons donc une personne sur l'autonomie, 2 sur la compétence, 2 sur la relation à autrui. Parfois, il est bon d'être seul contre tous. Malheureusement, pas aujourd'hui, puisque effectivement l'autonomie arrive en 3e position. Et donc, la compétence en 2e et la relation à autrui en 1er. Bravo, mesdames, pour la bonne réponse. Alors, ça fait le lien avec là aussi une étude scientifique qui a été menée aux États-Unis. Et c'est l'étude la plus longue qui ait jamais été menée. Vous pouvez la retrouver notamment en TEDx. C'est le chargé de recherche qui l'explique. Aux États-Unis, ils sont depuis 70 ans des personnes où ils leur posent toute une batterie de questions et ils suivent le même échantillon depuis tout ce temps. Et donc, ça permet d'avoir quand même un suivi très fin. Et donc, il y a plein de conséquences et de travaux qui sont menés sur ces réponses, et notamment un sur le bonheur. Qu'est-ce qui fait le bonheur? Et au fur et à mesure de ces questionnaires, au bout de 70 ans, on s'est aperçu que ce n'était pas le statut social, ce n'était pas le compte en banque, c'était la qualité et la quantité de relations, la quantité de liens sociaux et la qualité dans l'affection, dans l'amitié, dans l'amour qu'on peut avoir. Et donc, effectivement, ça, c'est toutes les études en psychologie positive et également en neurosciences, on va en reparler, sont liées à cette réponse-là, le lien social, et c'est ce qui a fait défaut lors du confinement, le lien social, travailler ensemble, la collaboration, la coopération, c'est vraiment une base très solide de notre mieux-être au travail. Alors, la météo des émotions, ça permet justement au cours de réunions de commencer par un très efficace brise-glace. Alors, certains d'entre vous ont décidé de mettre un numéro. Le plus simple et le plus intéressant, c'est quand même de mettre des mots derrière vos émotions. Et notamment, je fais référence à notre psychologue, Robert Plutchnik, avec sa roue des émotions. Vous voyez au centre les émotions de base, même si elles sont plus nombreuses que celles qu'on a l'habitude de parler, la colère, la joie, le dégoût, etc. Vous voyez au centre, c'est vraiment les émotions très intenses. Et plus on s'éloigne sur les pétales, plus ces émotions sont un peu plus atténuées. Et les émotions que vous avez entre les pétales, c'est les émotions qui rassemblent. Par exemple, vous avez l'extase au centre et l'admiration. Si on rassemble ces deux-là, ça fait l'amour. Si on rassemble l'admiration et la terreur, ça fait la soumission, etc., etc. Donc, c'est une roue qui nous permet à afficher au-dessus de votre bureau pour faire sa météo des émotions tous les jours et se dire, voilà, je suis plutôt dans quel état ici et maintenant. Et c'est très intéressant pour commencer une réunion. C'est pour ça que j'ai commencé avec ça, pour savoir quel était votre état d'esprit et savoir comment je pouvais ajuster mes propos. On ne fera pas la même réunion si tout le monde est épuisé ou en colère que si toutes les personnes sont en pleine forme. Autre outil favorisant l'intelligence collective en réunion, je vous ai parlé des forces au tout début de la définition sur la psychologie positive. Voici donc les 24 forces de caractère qui ont été mises en
qui ont été analysées et mises en place par l'Institut. Donc là aussi, on est aux États-Unis, via Caractère. Et vous pouvez réaliser le test gratuitement sur leur site. Ça permet d'améliorer encore plus les résultats, puisque plus il y a de monde qui répond, plus on affine les résultats. Et vous voyez donc, il y a 6 catégories différentes et à l'intérieur, 24 forces de caractère, comme l'espoir, comme la gratitude, comme la créativité, la curiosité, etc., etc. Et chacun d'entre nous, on a 5 à 6 forces de caractère qui composent notre combinaison personnelle, qui font de notre personnalité. Et donc ça, c'est intéressant de connaître justement la combinaison de ses collègues pour savoir comment collaborer au mieux. En soi, on peut se mettre avec des personnes qui ont la même combinaison, mais le plus intéressant, justement, en intelligence collective, c'est d'être plus fort avec sa diversité et donc de créer des groupes de travail avec des personnes qui sont différentes. Je ne vous parle pas des intelligences multiples aussi dont j'aurais pu vous parler. Autre outil, donc là qui mêle intelligence collective et c'est un lien entre neurosciences et psychologie positive, c'est l'état d'esprit. Certains d'entre nous, on a un état d'esprit qui est beaucoup plus dans l'émotion, plus dans l'optimisme, certains plus dans le pessimisme. On a chacun un état d'esprit qui est plus prégnant en nous, d'autres liés à l'organisation. Et donc, l'idée d'Edouard de Bono, lui aussi, qui a étudié le cerveau, c'est de faire la pensée linéaire. Donc, la pensée linéaire, c'est de passer d'un état d'esprit à un autre, d'essayer de passer dans un état d'altruisme, d'empathie, où on va se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et donc, quand on veut résoudre un problème, quand on veut trouver une nouvelle solution, cet outil est très intéressant. Chacune des personnes va passer au cours de la réunion comme un tour de table. D'abord, le chapeau de la neutralité avec les faits, les chiffres, les informations. Puis, on va passer sur l'émotion. Qu'est-ce que cela nous fait, ce problème, ou de mettre en place cette solution? Puis, la créativité, comment on peut essayer d'améliorer ce projet. On va penser bien sûr aux dangers, aux risques, mais aussi aux rêves, aux espoirs. Et puis enfin, on va finaliser en mettant en place une feuille de route, par exemple, pour organiser le travail en commun. Vous pouvez bien sûr changer de place certains chapeaux. C'est toujours intéressant quand même de commencer par la neutralité, de finir par l'organisation. Et l'émotion, on peut la mettre bien sûr un peu plus loin en fonction de ce que ça vous incite. On peut faire ça à tour de rôle, donc chacun à tour de rôle va prendre chaque chapeau, ou alors on va prendre des chapeaux au hasard, et si possible des chapeaux dont on n'a pas l'habitude d'avoir dans son état d'esprit. Ça permet justement de rentrer en empathie. Et dernier outil, il me semble, pour l'intelligence collective en réunion, un outil qui est très important, très impactant et qui marche à tous les coups auprès de mes clients, c'est le co-développement. Co-développement, si vous ne connaissez pas, alors c'est très simple, mais à la fois très efficace, c'est le fait de se retrouver autour d'une table entre, je dirais, 3 et 6 personnes. Alors, il faut que ce soit, généralement, il faut que ce soit des pairs. Donc, c'est difficile d'avoir des liens hiérarchiques. Tout dépend des questions qui sont posées. En tout cas, le fait, normalement, c'est d'avoir des pairs, donc des collaborateurs de même statut autour de la table, qui vont échanger à tour de rôle sur leur problématique la plus importante, celle qui les stresse le plus ou qui leur pose le plus de problème. Ensuite, il va y avoir un tour de table et puis un tour de vote pour savoir quelle est la priorité, quelle est la personne prioritaire dans son état de stress. Et donc, c'est celle qui va commencer. Bien sûr, les autres vont pouvoir aussi participer et leur problématique pourra être réalisée sur un autre tour de co-développement un autre jour. Et le but, c'est donc que la personne rentre dans le détail de son problème, puis ensuite que les personnes qui sont autour d'elle posent des questions à cette personne pour avoir plus de renseignements. La personne qui apporte son problème va pouvoir répondre sur des détails, sur les réponses à apporter. Et ensuite, les personnes autour vont apporter pendant un quart d'heure, généralement, on peut faire ça en format flash ou en format un peu plus long, vont apporter plein de conseils, de retours d'expérience, d'avis, de solutions. Et à chacune des étapes, quand l'un parle, par exemple le client, pour ce qui est la personne qui apporte son problème, ou pour toutes les personnes qui sont autour, il va falloir écouter les autres, être en écoute active,
on n'a pas le droit de se couper la parole entre la personne qui apporte son problème et les personnes qui essaient de résoudre les solutions. Et le fait d'avoir cette discipline dans l'écoute active, ça aussi, ça va être très important. Et ça, c'est en lien avec la résilience, hein, justement pour mettre en place des outils de résilience. Boris Cyrulnik parle de tuteur de développement. Vous voyez qu'avec le co-développement, on n'est pas très loin. C'est de pouvoir créer du lien social, de la solidarité à travers, par exemple, ce co-développement, de la reconnaissance, puisque du coup, on va être au centre avec son problème, on va être au centre de l'attention. Ça peut être inconfortable, mais en tout cas, c'est très intéressant. Et puis, on va être dans un cercle de confiance grâce au père et dans l'écoute active. Donc ça, vraiment, et avec bien sûr un tour de table final, en tout cas, la personne qui aura apporté son problème va pouvoir s'exprimer à la fin. Et donc là aussi, il y a de la gratitude qui va entrer en jeu. Donc tout cela, c'est très positif et ça mêle à la fois résilience, neurosciences et psychologie positive. C'est pour ça que je voulais vous le mettre à la fin. Alors, on va boucler la boucle avec le final en lien avec notre cerveau, puisque Boris nous disait qu'on peut toujours s'en sortir. Et là, les neurosciences nous le démontrent aussi. Alors, il y a des mauvaises nouvelles, malheureusement, c'est la destruction de nos neurones. On perd chaque jour, en moyenne, 9000 neurones dans notre cerveau. À cause de quoi? Et donc ça revient avec la thématique de la résilience, à cause des maladies, à cause des chocs, à cause du stress, alors les chocs au niveau de notre encéphale, les chocs qu'on peut recevoir sur la tête, et à cause du stress. Plus on a ces trois facteurs, plus on perd de neurones. Donc bien sûr, à nous d'essayer d'y remédier. Mais aussi, on a aussi des bonnes nouvelles. On a aussi la création de nos neurones. Et donc on appelle ça la neuroplasticité. C'est pour ça que quand on vous dit qu'on n'apprend plus quand on est vieux, c'est faux. Puisque quand on est vieux, on continue à avoir de nouvelles neurones, moins, mais on continue à en avoir et on peut toujours apprendre des choses, même à la retraite. Vous voyez qu'on en gagne chaque jour moins que le nombre de neurones que l'on perd, mais en tout cas, ça permet quand même de rééquilibrer un peu les choses. Et quels sont les facteurs? Alors, les psychotropes, alors du coup, là, je m'en fais aux faits scientifiques. On a justement il faut éviter les psychotropes pour permettre la neurogénèse. Les pollutions visuelles et sonores aussi sont très nocives à la neurogénèse. Il faut avoir un bon régime alimentaire. Donc, le lien avec les neurotransmetteurs et la neurogénèse est lié à ce régime alimentaire. Notamment, les oméga-3 sont très favorables à la neurogénèse. 15 minutes d'activité physique par jour. Vous voyez que ça fait le lien avec ce que je vous avais dit auparavant. La curiosité et l'émerveillement. Donc ça aussi, le fait de sortir de sa zone de confort, de sa routine. Demain matin, je vais animer un webinaire sur la motivation et le stress. Et évidemment, on va parler de ça, de pouvoir sortir de sa zone de routine, de confort pour aller toujours être dans la curiosité. Et puis, on en revient toujours aux liens sociaux. Ça aussi, ça améliore la neurogénèse. Par exemple, pour les personnes plus âgées, les personnes qui sont dans la solitude, bien sûr, ont plus de risques justement d'avoir des problèmes au niveau du cerveau. Donc voilà, pour la plasticité de notre cerveau, ça fait un lien aussi avec les circuits neuronaux. On parle souvent d'autoroutes neuronales. Pourquoi? Parce que quand on met en place, et donc c'est en lien avec les routines et le fait de faire une nouvelle activité, j'espère que je vous en ai partagé plein que vous ne connaissez pas pour en tester de nouvelles. Au début, vous êtes dans la jungle. C'est la première fois que vous allez le mettre. Vous êtes en zone de stress, d'inconfort, et donc ça va être difficile d'avancer. Puis, plus vous allez répéter cet exercice, alors idéalement quotidiennement, comme je vous l'avais indiqué précédemment, il vaut mieux faire une chose de façon avec peu de temps, donc par exemple 2 minutes par jour, plutôt que de vouloir faire 1 heure chaque semaine, par exemple le week-end. Ce sera beaucoup plus efficace. Et donc petit à petit, la jungle va se transformer en chemin, le chemin va se transformer en autoroute, et ensuite ça rentrera dans vos habitudes, dans votre routine, et il y aura une autoroute neuronale qui sera créée, et donc ce sera très facile d'accomplir cette nouvelle action. Voilà, quand on a appris le calcul, quand on apprend à faire du piano, etc., quand on apprend une nouvelle langue, au début c'est difficile, et ensuite ça devient plus intuitif. Autre façon pour changer, il y a 3 étapes. La visualisation, je vous en avais parlé avec la méditation de pleine conscience. L'écriture, je vous en avais parlé avec les listes, les to-do listes. Et le fait de parler. Donc, plus vous allez d'étape en étape, plus vous allez ancrer en vous le changement d'habitude. Et ça, je vous en ai parlé, la prise de parole avec le co-développement, par exemple.
Vous avez de nombreux outils ici, de nombreux conseils, pardon, justement pour changer, prendre soin de soi, les listes, transformer les difficultés en opportunités, se fixer des caps et visualiser les réussites, s'entraider avec des personnes positives, créer des routines et s'offrir des cadeaux justement pour célébrer, mettre en œuvre ses qualités, se sentir utile et reconnu, se lancer des challenges, des défis et noter ses résultats. Je passe très vite pour quand même laisser le temps aux questions-réponses. 3 étapes de synthèse justement pour changer. Ça, c'est l'entretien motivationnel de Meyer et Rolnick. Avoir envie, puis avoir confiance en soi, puis être prêt à changer ses priorités. Ça fait le lien aussi avec la zone de flow et l'ikigai. Et on en vient finalement à vos questions, à vos retours d'expérience par rapport peut-être à des outils que vous avez déjà mis en place. N'hésitez pas. Alors, peut-être pendant 5 minutes, et puis après, je vous ferai donc une petite surprise pour les 5 minutes restantes. Donc, j'espère que vous serez le plus nombreuses possible à avoir les 3 petits cadeaux que je vous réserve. Est-ce que vous avez des questions ou des retours d'expérience, des ressentis par rapport à la fois la théorie sur la résilience, la psychologie positive, les neurosciences, et puis sur la pratique avec les nombreux outils que je vous ai partagés? J'ai un petit retour d'expérience, moi, sur la liste de choses à faire que j'essaie d'établir tous les vendredis après-midi pour pouvoir avoir un week-end serein. Et du coup, me libérer, fermer la porte du bureau et pouvoir partir et faire un break correct pendant 2 jours. C'est quelque chose que je pratique depuis de nombreuses années et que je trouve très utile. Donc, Est-ce au que vous moins avez une fois réussi? par semaine. Super. Est-ce que vous avez réussi à le mettre en place à la fin de chaque journée? Alors, non, en principe, mes listes sont suffisamment larges pour durer plusieurs jours. Ouais. Donc, les recommencer chaque journée, ça n'aurait pas forcément de sens, mais à minima chaque semaine et plus si nécessaire. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est un conseil que je vous donne. Vous avez déjà la bonne pratique pour la semaine. C'est de piocher dans votre liste de la semaine et justement de faire votre déroulé le matin quand vous arrivez en essayant d'avoir 2 à 3 objectifs. Il ne faut pas non plus se charger la barque. On n'est pas des surhumains. 2 objectifs à 3 dans la journée, c'est déjà beaucoup à remplir par journée. Mhm. D'autres retours d'expérience, d'autres questions? Alors moi, ça me va, comme ça me permet de finir à l'heure, hein, si vous n'avez pas d'autres questions. En tout cas, si vous n'avez pas de questions, ça veut dire que j'ai été clair. En tout cas, s'il n'y a pas eu de retour d'expérience, ça veut dire que ce sont des choses nouvelles. Donc, dans les 2 cas, ça me va très bien. Alors, hop, je reviens au diaporama. Hop là. Et donc, on va terminer donc avec, hop là, voilà, avec, pardon, 3 cadeaux. Ah ben voilà, donc le feu d'artifice. Donc, j'essaie de de m'appliquer à moi-même les conseils que je partage. Donc, la célébration. Donc, il faut savoir justement célébrer. Et pour cela, je vous propose 3 cadeaux. Alors, ne vous emballez pas, ce n'est pas non plus des cadeaux mirobolants. D'abord, le premier cadeau que vous pouvez vous offrir, c'est de vous abonner aux réseaux sociaux de Be Happy. Alors sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn également, tous les jours, je partage 3 informations positives sur le monde du travail, sur le management, sur la collaboration, sur la psychologie positive ou les neurosciences. Ça change un peu des JT de 20 heures où on n'a que des mauvaises nouvelles. Donc voilà, ça peut être un bon moyen pour continuer à suivre des bons conseils. Deuxième cadeau, c'est la citation positive, parce que j'aime toujours terminer mes interventions par une citation positive qui change souvent. Et là, je trouvais que la citation suivante se prêtait le mieux. Elle commence comme ça. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Et c'est en plus un aviateur qui nous le dit, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Et pourquoi? Donc c'est un peu la morale de cette intervention, c'est de ne pas vouloir donner trop de contraintes à ses collaborateurs, mais par contre du sens, de la vision. Et ça, pour se motiver, on en a parlé, hein, vous vous souvenez, avec la grande carte illisible des biais cognitifs, je vous ai parlé qu'il y a des biais qui sont liés à la perte de sens. Et dans la psychologie positive, c'est pareil.
on retrouve du sens. Et la résilience, c'est pareil, Boris Cyrulnik nous dit, c'est quand le rebond arrive justement quand on a à nouveau du sens dans sa vie, mais ça peut être sa vie professionnelle comme personnelle. Et puis, je vais me permettre de faire un dernier cadeau, un cadeau qu'on va se faire à tous. Il est 13h59, on est merveilleux. C'est la photo positive. J'aime toujours finir par une photo positive. Alors, les formations et les conférences virtuelles, ça donne un peu moins de concret et de plaisir de faire une photo tous ensemble devant un appareil photo en se serrant les uns les autres. Alors du coup, on va être chacun derrière notre écran et je vous propose de tester un des outils que je réalise lors de la photo positive, c'est de faire le rire. Pendant 1 minute, on va essayer de rire, de sourire et ça équivaut, vous voyez, à 10 minutes de jogging ou de rameur. Donc, quand je parlais d'activité physique, pas besoin de faire du sport, on peut faire du rire, par exemple. Il existe le yoga du rire. Ça mobilise 17 muscles du visage, donc pas besoin de crème anti-rides. Ça muscle nos abdominaux, pas besoin de club de sport, ça tombe bien. Ça double notre capacité pulmonaire et oxygène notre cerveau, ça lui fera du bien. Et puis, ça va réduire le stress à travers la pression artérielle et libérer des endorphines. Vous voyez que tout est condensé en un exercice, comme quoi vous le saviez déjà, mais donc c'est très positif. Et donc, je vais me permettre de faire une photo de vous tous, justement, hop là, de vous toutes et de moi. Si vous pouvez rallumer vos caméras pour celles qui le souhaitent. Du coup, on va essayer de faire une photo tous ensemble pour essayer de marquer le coup et célébrer ce moment qu'on a passé tous ensemble. En tout cas, je vois des sourires. Merci beaucoup. J'espère que l'intervention aura été utile et intéressante. Eh bien, parfait. Nous sommes 6 en haut à avoir nos caméras allumées. Attention, vous êtes prêtes? 1, 2, 3, votre plus beau sourire. Et voilà, pour moi, c'est enregistré. Merci à toutes. Il est 14h01. Je ne pensais pas être aussi à l'heure. En tout cas, j'étais ravi de réaliser ce webinaire avec vous. N'hésitez pas à voir donc, le programme complet de la semaine de la QVT donc, sur le site d'Enaï. Et bien sûr, vous retrouverez donc, la vidéo de ce webinaire si vous souhaitez partager auprès de vos réseaux ou pour revoir des outils donc, sur le site d'Enaï. Je vous souhaite une belle journée et puis j'espère à très vite. Merci Stéphanie. Merci, Merci. bon Merci après-midi. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.